Bonjour Nicolas Théry. Diplômé des Sciences Po Paris et ancien élève de l'École nationale d'administration, l'ENA. Vous débutez votre carrière à l'inspection des finances. En 1989, avant de rejoindre la direction du Trésor en 1993. Je me suis permis de faire un résumé de votre carrière qui est impressionnante. En effet, de 1997 à 2009, vous occupez différentes fonctions au sein de la fonction publique au niveau national et européen. Vous m'avez effectivement tout à l'heure fait part d'une absence dans mon papier qui était de 2000 à 2002. Vous êtes secrétaire confédéral de la CFDT et qui est un passage important aussi, je pense, de votre carrière. Depuis 2016, vous êtes le président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel et de la Fédération du Crédit Mutuel Centre-Est Europe. Vous présidez également la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Banque fédérative du Crédit Mutuel, BFCM, et CIC depuis 2014. Monsieur Théry, une simple question. Quels sont les enjeux de la transformation bancaire aujourd'hui? Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris qu'en gros, j'étais un dinosaure parce que j'ai fait une école qui va être supprimée, que j'ai beaucoup papillonné et donc je n'ai pas de réelles compétences pour vous parler aujourd'hui, et qu'on me pose une question à laquelle il est à peu près impossible de répondre. Donc, une fois que vous avez compris qu'en plus Nicolas Sekaki a répondu à la question avant moi, on est d'accord, je vous souhaite une très bonne pause, on prend un café et tout va bien. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier. Pour moi, c'est un souvenir. Quand j'étais jeune fonctionnaire au Trésor, j'étais venu à la FTE dans un groupe de travail, mais ça devait être il y a 23 ans ou quelque chose comme ça. Donc, ça ne nous rajeunit pas, ni vous ni moi. Mais bravo pour cette association que je trouve dynamique et pour cette présence large. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est quelques pistes de réflexion. Nicolas en a esquissé beaucoup sur l'intelligence artificielle. Je vais essayer de les préciser, de les illustrer, en vous rappelant que la banque en 77, c'était la sidérurgie du 21e siècle, c'était le dinosaure qui allait s'écrouler. Il y avait un rapport Nora-Mink de 77 qui disait que l'emploi bancaire était durablement menacé. Il y avait 230 000 salariés à l'époque, il y en a 360 000 aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a le nouveau Nora-Mink qui s'appelle Mark Zuckerberg. Il nous explique que finalement, la vie privée n'existe pas, que tout est transactionnel, que lui-même va créer une banque et qu'il va même créer une monnaie, qu'il va créer un nouveau pays qui s'appelle Facebook Land avec un Libra et 2 milliards d'utilisateurs, détruisant finalement toute question de souveraineté. Je pense que ce qui est caractéristique sur les questions de technologie que vient d'évoquer Nicolas et sur les questions financières dont vous êtes les spécialistes, c'est que ce sont des armoires à fantasmes. Vous avez des ponts aux ânes comme ça, qu'on vous débite et qui, à la fin, n'ont plus de relation avec la réalité. Donc je suis désolé, je ne vais pas vous faire rêver, on va revenir à la réalité un peu brutalement. Réalité d'un métier qui est celui de vos partenaires au quotidien. Alors j'espère que vos meilleurs partenaires s'appellent le CIC et le Crédit Mutuel. Si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous d'aller le contacter. Ils sont par là, ils ont un stand, donc voilà, ils sont là pour vous. Mais bon, y a d'autres partenaires et j'allais dire la caractéristique quand même de la Banque française, c'est d'avoir un certain nombre de valeurs et d'attitudes communes. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de répondre à M. Zuckerberg et de voir finalement quel est notre enjeu de transformation, quels sont les chemins que nous essayons de franchir avec vous. Alors, les enjeux majeurs de transformation, ils sont extrêmement simples et très brutaux. Le premier, c'est un écrasement des marges, et notamment de la marge financière. Vous voyez cette merveilleuse courbe sur les taux bas. Nous sommes même en territoire, nous sommes passés en territoire négatif sur l'OAT 10 ans. Ce qui est un bouleversement financier, ok, mais c'est surtout un bouleversement social. Parce qu'on explique à la tiare entière, notamment à vous, que demain vaut moins cher qu'aujourd'hui. On explique que le présent est une valeur qu'il convient de préserver parce que demain va la dégrader. Je ne sais pas comment
je ne sais pas comment vous utilisez et vous menez des stratégies d'entreprise, d'investissement, de préparation de l'avenir, si demain vaut moins cher qu'aujourd'hui. C'est l'ordre du temple solaire, c'est la destruction assurée. Vous voyez bien que pour la banque, ça a une conséquence très simple, c'est que les gains de transformation financière, le banquier qui s'enrichit en dormant, qui emprunte court et pas cher et qui prête long et cher, c'est terminé. On est une industrie de services qui vit de ses marges. Très bonne nouvelle. À nous de démontrer qu'on a de la valeur de ce point de vue-là, mais vous voyez que pour vous comme pour nous, c'est un vrai changement. Deuxième chose, c'est évidemment un double mélange de poujadisme bancaire où on nous plafonne les commissions à tous égards et de croissance quand même mondiale qui est en train de ralentir avec des indicateurs qui sont maintenant assez visibles. Croissance mondiale qui est aux alentours de 3%. Monsieur Trump s'acharne à la réduire jour après jour, notamment avec des mesures protectionnistes. La Chine est en train, alors officiellement, de passer aux alentours de 6% de croissance. En même temps, quand vous voyez que l'Allemagne est en gros à zéro, vous vous dites que c'est probablement moins parce que l'Allemagne, c'est un pays totalement exportateur. De machines-outils, de voitures, notamment vers la Chine. Donc j'allais dire, il y a un petit hiatus entre les deux. Mais l'idée à retenir, c'est que nous, on doit vivre aujourd'hui dans un scénario qui est proche du scénario japonais, c'est-à-dire de croissance molle et de courbes des taux extrêmement plates, voire négatives. Mais surtout, on a un changement technologique et de comportement. On a des clients qui ont changé grâce aux technologies, qui sont plus autonomes, qui sont plus en attente de rapidité, plus en attente de pertinence. Ce sont de vrais enjeux de transformation, mais qui, de mon point de vue, ne sont pas forcément inquiétants. Notre métier, c'est un métier de service, c'est un métier de disponibilité, c'est un métier de réactivité, c'est un métier de proposition, d'accompagnement sur la durée. Alors, comment intègre-t-on la technologie là-dedans? Quand je suis arrivé au Crédit Mutuel en 2009, il y a un de mes collègues qui m'a dit « Tu sais, te trompe pas, on est une SS2I sur laquelle on met le mot banque et le mot assurance quand ça nous arrange. » Et c'est vrai. C'est une entreprise, notre filiale informatique Euro Information, c'est 6 800 salariés sur les 72 000 du groupe. Nous développons tous nos produits en interne. Nous avons notre infrastructure avec un très grand partenaire à la fois pour les infrastructures et pour les produits qui s'appellent IBM, mais avec un souci d'indépendance totale sur le plan technologique. Alors, quel est notre pari? Notre pari, c'est fondamentalement de dire que nous n'avons pas à choisir. Et que nous n'avons pas à choisir entre la banque transactionnelle et la banque relationnelle. Que nous pouvons être les deux. Et que nous devons être les deux. Parce que, Nicolas l'a parfaitement dit, il y a du fantasme technologique. Je fais juste une petite parenthèse, et vous le savez dans vos entreprises, la pire manière de conduire un changement, c'est de dire il y a un complot, les barbares sont à la porte, et il faut changer, il n'y a pas le choix. Vous savez, le fameux en anglais, le TINA, there is no alternative. Et ça, vous le faites une fois, vous contraignez vos salariés, vous contraignez votre organisation, mais vous ne le faites pas 10 fois. La réalité, c'est que vous devez expliquer la réalité des enjeux, convaincre, emporter l'adhésion et réussir à conduire votre stratégie. Et donc, notre idée absolument clé, c'est de rester fidèle à ce qui est une donnée structurante du Crédit Mutuel comme du CIC, c'est de mettre le conseiller au centre de la relation. Chez nous, tous les clients, quel que soit leur niveau de revenu, ont un conseiller dédié. Quand vous ouvrez l'application Crédit Mutuel ou CIC, la première ligne, c'est votre solde de compte, la deuxième ligne, c'est votre conseiller. Et vous pouvez l'appeler, lui envoyer un email, prendre directement un rendez-vous. C'est un choix absolument clé. Nous considérons que le rôle de la technologie, c'est d'aider, de conforter, je vais vous expliquer pourquoi, cette relation, aussi bien avec les entreprises qu'avec les clients personnes physiques. Parce qu'au fond, notre métier, c'est de mettre énormément de puissance technologique, de puissance d'information, de sécurité et de fiabilité au service d'une relation qui doit être une relation de confiance, qui doit être une relation d'échange et qui doit être une relation dans l'intérêt commun.
Et vous voyez que pour nous, la technologie, ce n'est pas une affaire d'innovation. Moi, j'ai été très frappé. Alors, le premier choix que j'ai fait comme patron du Crédit Mutuel, c'est l'intelligence artificielle. Ça, il s'est trouvé que c'était juste à ce moment-là. Juste pour vous faire une petite parenthèse, on a eu une présentation d'IBM. Ils nous ont présenté tous les cas, maintenant que Nicolas Sekaki est parti, je peux le dire, tous les cas d'application de Watson dans le domaine financier, nous les avons tous récusés. Ils ne nous intéressaient pas. Et puis, en désespoir de cause, ils nous ont présenté les cas dans le domaine médical. Et notamment cette idée des clichés mis à la disposition des médecins. Et là, on a tilté tout de suite. On s'est dit, ben voilà, nous, on veut être et on est les médecins traitants de la relation financière et bancaire. Et ça nous a parlé. Après, la BCE nous a demandé le dossier de décision de l'intelligence artificielle. On n'a pas osé lui avouer que ça s'était fait au bistrot après la présentation d'IBM. On était 3, le patron informatique, le directeur général et moi, et on a dit on y va. Et c'est parti comme ça. Parce qu'on a eu envie d'expérimenter, parce qu'on s'est dit c'est vraiment là que ça va se jouer. Et vous voyez que pour nous, l'innovation, ce n'est pas une appli qui fait papa et maman. L'innovation, c'est ce mélange absolument indissociable pour moi d'une innovation, d'une technologie, d'une industrialisation. Très souvent, quelle est la différence entre IBM et les startups ? Peut-être que c'est de se sentir plus mortel. Pour moi, la différence, c'est qu'IBM associe innovation et industrialisation. C'est que vous avez la capacité, la scalability, vous avez la capacité à assurer ce qui est notre cœur de métier, c'est qu'une transaction financière parte d'un point A, arrive à un point B, sans erreur, à tout moment et en toute sécurité. Et puis le troisième élément de l'innovation, c'est la décentralisation, c'est-à-dire la mise à la disposition de cette innovation, de cette industrialisation, à la disposition du conseiller et de chaque client, c'est-à-dire la transformation de technologies très puissantes dans une application très quotidienne. Et vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien, on trouve la possibilité, comme un sablier, on a tout en haut eh bien, l'innovation, la technologie, la puissance, l'industrialisation, la sécurité. Au milieu du sablier, on a la relation entre le conseiller et vous, entre le conseiller et ses clients. Et en dessous, on a l'univers que nous créons ensemble pour nos 24 millions de clients et 35 000 collaborateurs. Alors, c'est une réalité quotidienne. C'est une réalité quotidienne très concrète. Alors pourquoi avons-nous développé l'analyseur d'email d'abord ? Parce qu'on s'est dit, évidemment, la technologie va faire peur. Puis à l'époque, c'était le grand remplacement. C'était l'intelligence artificielle va vous remplacer. Nous, on pouvait toujours sauter comme des cabris sur nos fauteuils vis-à-vis des salariés en disant ça ne va pas vous remplacer, ça va vous renforcer. C'est comme un amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je veux dire, quand on dirige une entreprise, il n'y a que des preuves de crédibilité. Et on s'est dit, la première preuve de crédibilité, ce sont ces 5 millions d'emails que nos conseillers reçoivent chaque mois. Si nous avons les moyens de les aider dans ce domaine-là, qu'ils jugent, quand on fait des enquêtes internes, comme envahissant, pesant, difficile, long, eh bien, nous emporterons de la conviction. Et de fait, on a veillé notamment à ce que Watson et l'intelligence artificielle ne soient qu'une brique logicielle dans notre système. Il n'y a pas d'un côté le système de papa et de l'autre côté l'intelligence artificielle. Non, c'est une brique logicielle de plus, ni plus ni moins, qui vous permet sur Outlook eh bien, d'ajouter juste 2 petites colonnes, intention et urgence. Vous pouvez classer vos emails selon l'intention identifiée par la machine et selon le degré d'urgence identifié par la machine. Et moi qui ai une formation littéraire, c'est un bonheur total parce que j'ai enfin un ordinateur littéraire. Ce n'est pas des mots-clés, ce sont des phrases, du langage naturel, une machine cognitive. C'est-à-dire, certainement d'ailleurs, le terme intelligence artificielle est faux. C'est un outil cognitif. Et qu'est-ce que ça donne ? Quand vous écrivez à votre conseiller en disant « si ça continue, je vais saisir une association », vu des mots-clés, tout va bien. Vu dans une analyse cognitive, il vaut mieux rappeler le client très vite. Eh bien, c'est ça qu'apporte l'intelligence artificielle sur les emails. Et comme en plus, on a lié ça avec nos outils, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'intention, l'urgence, s'affiche automatiquement en dessous de votre écran, par exemple, l'application de virement si l'intention est virement.
Et donc, nos conseillers ont un temps de traitement, par exemple des virements, qui est passé de 5 à 2 minutes. Ils n'ont plus aucune fenêtre à ouvrir. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle n'est pas magique. Parce que vous voyez bien que tout le cœur de la difficulté était pour nous d'insérer cette technique dans nos chaînes de traitement. 3 minutes de gagner par email, c'est potentiellement, alors quand vous ajoutez à ça les réponses aux questions et l'exploitation de données, dans lesquelles les temps de réponse sont réduits de 30%, vous gagnez entre 20 et 30 minutes par jour. 20 et 30 minutes par jour pour des conseillers qui travaillent 7h30 par jour. Vous voyez le gain de productivité absolument formidable. Mais vous voyez qu'à chaque fois, on s'est dit où sont les usages. Et surtout, vous voyez où sont les usages qui vont favoriser la relation humaine. Ce qu'on cherche, ce n'est pas un homme augmenté, ce n'est pas une femme augmentée, c'est une relation augmentée entre les conseillers du CIC, du Crédit Mutuel et leurs clients. Ce qu'on cherche, c'est que le conseiller soit renforcé et pas remplacé. Ça veut dire que, par exemple, on lui propose toujours, grâce à ces outils, des opportunités plus pertinentes à proposer à ses clients. Nous avons repéré, et c'est là où on voit que cet outil-là est complètement lié au big data, est complètement lié à la reconnaissance optique des caractères, est complètement lié à une utilisation souple de tous les outils mis à la disposition du conseiller pour qu'il puisse vous faire des propositions, être plus proactif, plus réactif quand vous lui écrivez et surtout plus pertinent. Et donc on cherche à créer avec de la technologie de la confiance pour nos salariés et de la confiance pour les clients. Et vous voyez bien que c'est très contre-intuitif, mais notre première priorité a été que ces outils soient réservés à nos conseillers. Je vais vous dire une horreur, on ne s'est pas occupé des clients. Parce qu'on a eu le sentiment que comme c'était dans notre sentiment un outil démultiplicateur d'efficacité, il fallait qu'on s'occupe d'abord des personnes, des femmes et des hommes qui allaient l'utiliser. Et donc on s'est concentré complètement sur ces deux questions clés dans notre métier que sont les emails et l'accès à l'information, les assistants virtuels. Et après, donc maintenant, ça fait bientôt 2 ans qu'on a 35 000 salariés qui travaillent avec ça tous les jours. Donc effectivement, sur le plan syndical, par exemple, on a consulté tout de suite en disant c'est une nouvelle technologie. Aujourd'hui, on a une unanimité sur l'utilisation de cet outil. Les craintes ont disparu parce qu'on a apporté la preuve qu'on voulait le faire de manière efficace pour renforcer la confiance, pour simplifier le processus. Et donc, vous voyez, l'objectif, c'est une relation augmentée, mais l'exigence, c'est que quelque part, les collaborateurs aient un temps d'avance sur les clients. Et aujourd'hui, d'ailleurs, et ça va être industrialisé fin d'année Crédit Mutuel, début d'année CIC, tous les assistants virtuels vont être mis à la disposition des clients. Alors, l'autre raison pour le faire, c'est que là, l'outil est fiable. C'est qu'une fois qu'on a eu 35 000 conseillers qui nous ont secoué l'outil comme des pruniers pendant 2 ans, eh bien, on sait qu'on peut le mettre à la disposition des clients dans des conditions de fiabilité qui soient satisfaisantes. Parce que vous voyez bien que dans ces outils-là, il y a un enjeu de fiabilisation qui est très important. Puis la dernière condition pour que ça marche, un objectif, une exigence, une condition, eh bien, c'est d'avoir une architecture informatique très intégrée et hautement sécurisée. Parce que je suis convaincu que l'enjeu de la transformation bancaire, c'est un enjeu de protection de la dignité de la personne humaine, de protection des données et quelque part de responsabilité de liberté. Alors vous allez me dire, je vous emmène très haut. Je vais vous donner une anecdote. Quand je suis arrivé dans le groupe, j'ai demandé à faire des stages dans différentes caisses de crédit mutuel et différentes agences bancaires. Et donc j'ai fait du guichet, conseiller particulier, conseiller patrimonial, conseiller professionnel. Et un mardi matin, ouverture de la caisse, je me suis retrouvé chez un de vos interlocuteurs, un conseiller professionnel comme un conseiller entreprise, qui faisait le point des comptes débiteurs de la nuit. Ça, c'est le début du métier tous les matins dans toutes les agences, toutes les caisses de la profession bancaire. Et il a vu un compte d'une profession libérale qui était passé mais fortement dans le rouge pendant le week-end. Je vous passe la remarque sexiste qu'il a cru bon de formuler à ce moment-là. N'empêche que on a pu suivre sur le compte le parcours du client, de la cliente en l'occurrence, dans les magasins de Strasbourg que je connais puisque j'y vis. Et j'ai eu un sentiment d'indécence extrêmement profond. Parce que ce sont des informations sensibles. Si vous voulez
donner à tout le monde votre comportement, vos préférences, votre attitude, eh bien, les données bancaires, c'est une donnée sensible. Et nous les traitons comme ça. Et c'est pour ça que, par exemple, le système de délégation fait qu'il n'y a que le conseiller qui a accès à ça, qui ne doit être que au service de ses clients, que nous avons supprimé les rémunérations variables de telle façon qu'il n'y ait pas de biais cognitif dans son comportement et qu'il n'y ait pas non plus de biais dans les propositions de l'intelligence artificielle qui a tendance à reproduire la moyenne des comportements. Et donc, vous voyez, l'enjeu de notre métier aujourd'hui, eh bien, c'est à vous de décider, parce que notre pari, c'est qu'on peut être à la fois transactionnel et relationnel. Crédit Mutuel a les meilleures notes en termes d'application de banque directe sur les magasins Android et Apple. Eh bien, c'est très bien. C'est un objectif majeur pour nous. Et nous avons les meilleures notes en termes de relations clients. C'est très bien, c'est un objectif majeur pour nous. Donc, d'une certaine façon, il ne s'agit pas pour nous de choisir, contrairement à ce que dit Zuckerberg, il ne s'agit pas de renoncer à toute protection de la vie privée, il ne s'agit pas d'être purement transactionnel, il ne s'agit pas d'être purement, j'allais dire, dans un échange instantané. Il s'agit de construire avec les clients, avec vous notamment, des relations durables dans lesquelles nous vous offrons de la sécurité, de la pertinence et du conseil, et dans lesquelles vous nous apportez du chiffre d'affaires, de la fidélité et du long terme. Et cet échange-là, il est productif. Et je vais donner 2 illustrations de ça. La première, c'est que quand j'ai travaillé à un moment donné au grand compte, il y a une chef d'entreprise qui m'a dit, ben voilà, avant la crise de 2008, vous étiez notre 4e banque assez marginale. Depuis 2008, vous êtes la première et ça ne changera pas parce que vous êtes la seule qui ne nous a pas appelé en 2008 pour réduire les lignes ou demander de ne pas les tirer. Prouve bien qu'à la fin des fins, on peut toujours s'écharper sur les taux. Et c'est votre métier de vous écharper sur les taux d'intérêt. Mais la réalité, c'est que dans notre métier, ce qui compte, ce sont les volumes. Et les volumes de disponibles, et l'engagement et la crédibilité de ces volumes. De la même manière que ça me frappe quand les banquiers d'affaires vous amènent des dossiers d'acquisition, ce qui m'amuse toujours, c'est qu'ils vous amènent un dossier qui vous explique que les perspectives commerciales sont très élevées et que le prix d'achat est très favorable. Et il manque 2 données, toujours, très importantes dans les dossiers. Quelle est la solidité, la fiabilité du système informatique et quel est l'état social de l'entreprise et quel est le degré d'adhésion, de formation, de fidélité et d'engagement des salariés. Or, quand vous achetez une entreprise, je suis désolé de vous dire, les 2 manières de vous planter le plus sûrement, c'est d'avoir un désastre en termes de système d'information et d'avoir une culture d'entreprise ou un comportement général défavorable. Eh bien, c'est la même chose dans la relation bancaire. Et donc, nous, notre choix, c'est d'être effectivement, de créer un écosystème de confiance avec les clients, de le créer sur le long terme, d'avoir, parce qu'il faut les avoir, les discussions sur les taux, la compétitivité, l'engagement, mais de valoriser très fort la sécurité qui se joue derrière. Et il y a une théorie économique qui va contre la concurrence pure et parfaite qui s'appelle la théorie des conventions. Cette théorie dit que finalement, même sur un marché totalement mécanique comme le marché des changes, les données de confiance, de reconnaissance de l'interlocuteur, de fiabilité de l'interlocuteur valent quelque chose et qu'on se rend compte qu'il y a toujours des micro-distorsions, même sur ce marché-là, liées à cet élément clé. Et comme notre métier, c'est de louer notre bilan qui est solide à vos entreprises pour qu'elles puissent se développer, eh bien, il faut que cette location, cette confiance puisse s'exprimer. Et vous voyez que pour nous, l'avenir de l'industrie bancaire, eh bien, c'est d'une certaine façon un invariant. L'invariant, c'est la confiance. C'est celle que nous devons rechercher et construire. Et une formidable nouveauté, c'est la technologie qui permet et qui doit permettre de renforcer cette confiance. Et donc, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de vous dire, finalement, si vous devez sélectionner les banques, si vous devez faire une sorte de screening, de radiographie de vos partenaires bancaires, eh bien, c'est là que ça se joue. C'est-à-dire dans la capacité qu'a un établissement, et j'insiste sur un point, et là-dessus, je suis très heureux et très fier de diriger une très belle banque comme le Crédit Mutuel et le CIC, mais je dis très honnêtement que nos partenaires français sont aussi, de ce point de vue-là, très grandes banques. Mais l'avantage, c'est de radiographier ça et de se dire avec qui pouvons-nous construire cette confiance durable pour que
vos dirigeants, vos actionnaires, vos salariés puissent, par votre intermédiaire, compter sur de la solidité, de la sécurité et de l'innovation. Voilà, j'espère que cette vision d'une transformation de l'industrie bancaire, dont vous voyez qu'elle est aussi pratique que possible, aussi concrète que possible, vous conviendra plus que les théories sur la chasse au diplodocus que nous réserve la presse assez souvent. Et je suis à votre disposition pour des questions si vous le souhaitez. Merci Nicolas Théry. Moi, vous m'avez rassuré parce que je pense qu'effectivement, dans notre profession, et on est vraiment partenaire avec nos banquiers, la confiance est indispensable. Et du coup, je suis confiant qu'effectivement des banques comme vous on puisse continuer à travailler comme on l'a toujours fait, je pense, jusqu'à maintenant, avec une confiance humaine et un contact humain qui est indispensable dans notre métier. Merci. Alors, est-ce que nous avons 5 minutes pour des questions? Je ne sais pas si au niveau de la salle, au niveau de l'application, c'est toujours... Donc, on va passer à la deuxième question, comme ça ira plus vite. J'ai une question sur l'application. Une interrogation sur les prochains développements et qu'est-ce que vous avez dans les cartons en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, essentiellement, cette interface entre le client et le conseiller, c'est-à-dire l'accès à toute la base de données, et avec l'idée de construire un dialogue direct avec le conseiller. L'idée, c'est, on a testé ça pour nos plateformes de soutien aux salariés en interne et on sait que ça marche très bien. Je ne sais pas où est la personne qui a posé la question, je suis désolé. En fait, c'est effectivement sur la plateforme. Ah, sur la plateforme. Bon, eh bien, bonjour. Et donc, de construire, j'allais dire, là aussi beaucoup de fluidité et de simplicité entre le client et le conseiller. Le deuxième grand axe de l'année qui vient, c'est la conformité. Et notamment la simplification de nos systèmes d'alerte et de sécurité des transactions, qui pour les entreprises serait importante, notamment sur tout ce qui est transactions financières internationales. Voilà. Après, on a plein d'autres idées, mais pour cette année, ce sont nos 2 priorités majeures. Autre question? Oui, sur le KYC, est-ce que vous participez à certaines initiatives de place qui permettent effectivement de simplifier et d'harmoniser les données réclamées à vos clients corporate? Bon. Non, pour une raison simple. On ne peut pas dire qu'on protège les données des clients et les conflits à des tiers. Et on ne peut pas... je vais vous donner un exemple qui vous expliquera la vigueur de ce nom. La protection des données, c'est soit la simplicité, ça c'est la version cui-cui, les petits oiseaux, youplaboum, et le monde est beau, rose et joli. Et puis vous avez la version piratage, cybersécurité, et vous avez par exemple nos amis des Caisses des Jardins au Canada, qui se sont fait piquer les données KYC, pas plus, pas moins, de tous leurs clients. C'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, qui en Amérique du Nord est très important. Et vous avez pour des gens qui l'auront pris, eh bien, un enjeu formidable pour faire plein de bonnes affaires sur le dos de ses clients. Donc, l'idée du grand partage, de la grande base de données, moi, je vais vous dire honnêtement, je n'y croirais que si le niveau de blindage et de sécurité de la base de données est au moins équivalent au nôtre. Et pour avoir beaucoup de benchmarks avec IBM, je peux vous dire que nous sommes, de ce point de vue-là, au-delà des exigences d'IBM. Donc la réponse est non. Ce n'est pas non pour ne pas vous simplifier la vie, c'est non parce qu'il est hors de question à aucun moment qu'aucune donnée client personnelle, quelle qu'elle soit logée en dehors de nos ordinateurs, que ces ordinateurs soient logés en dehors du territoire français et que nous n'ayons un contrôle absolu sur elles.
C'est très clair. Je vais vous donner une illustration. Je voulais avoir sur mon smartphone la merveilleuse application d'Orange qui transforme les messages oraux en SMS. L'informatique me l'a refusé, et je trouve ça super, parce que le serveur était au Royaume-Uni. Voilà. Donc vous allez nous trouver très dur, très archéo, mais je peux vous garantir qu'en termes de fiabilité et de protection, c'est clé. Très bien. Merci. Vous êtes déçu, hein? Non, je dis ça, je reviens, je suis là-dessus extrêmement déterminé. La fragilité de nos systèmes d'information, des vôtres comme des nôtres, est un enjeu majeur. Majeur. Et je veux vous dire, la simplicité ne vaut pas le risque. Donc, oui, c'est vrai, de temps en temps, il y a des complications. On essaie de les simplifier autant que possible, mais n'acceptez jamais que vos données soient logées ailleurs que dans des serveurs que vous pouvez identifier, sur des territoires que vous pouvez identifier et sur lesquels vous avez un droit de recours. Et honnêtement, une vision du risque d'entreprise qui intègre cette donnée très simple, qui est de dire, quoi qu'il arrive, les données de mon entreprise, de ma trésorerie, de mon fonctionnement, ne doivent pas sortir du territoire sur lequel je les ai conclus, eh bien, est une attitude extrêmement responsable et productive. Et vous voyez, c'est un sujet qu'on n'évoque jamais dans la presse. Et pourtant, de mon point de vue, c'est un des 3 sujets majeurs en termes de stabilité financière à l'avenir. Pardon de cette insistance, mais je pense que c'est un vrai enjeu entre vous et nous. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bien, je vous souhaite une très bonne fin de séminaire. En tout cas, bravo à vous. Merci.